Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison des Verbomoteurs. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, James Langlois, Benjamin Boivin et Antoine Malenfant. Bonjour les gars. Allô, allô. Salut. Vous êtes excités à l'idée de recommencer cette émission des Verbomoteurs? Écoute, je me peux plus, Simon. L'excitation est palpable. Je n'attendais que ça. Alors, pour ceux que c'est la première fois qui nous écoutent, sachez que cette émission vise à décoder l'actualité des derniers jours. Cette semaine, là, plutôt que faire seulement l'actualité des derniers 7 jours, on s'est proposé de faire l'actualité de tout l'été. Donc, les moments forts de l'été. Avez-vous eu un moment fort cet été? C'est le segment Actualité de nos vies. J'ai eu un moment fort. J'étais sur la côte nord de la Gaspésie. Tu as vu un phare? J'ai vu un beau phare. Ah, j'ai volé ta blague. Ouais, c'est ça. Merci, Simon. C'est tout pour moi. Moi, j'ai eu un moment fort, c'est quand j'ai descendu mon frigo de 39 pouces en bas. Non, c'est pas vrai. Moment fort. Oui, c'est ça. Ouais. Le gars s'essaye. Joke de papa, hein? Moi, mon moment... J'ai assisté à un bon spectacle de Patrick Watson à l'Agora du Vieux-Port. Même si ça a fini à 10h30, j'étais bien fâché. Mais sinon, c'était un beau concert avec des belles personnes. Je suis entouré de gens que j'aimais. Belle personne dont je fais partie. Merci, James. Je n'osais pas le dire. Il a dit qu'il y avait du beau monde, mais il n'a pas dit que tu faisais partie de cette catégorie. Il a aussi dit qu'il était un peu fâché. Il a failli tout démolir le stage tellement il était en colère que le spectacle se termine. Exagère pas. Ah ouais, t'étais pas content, là, James. J'aurais dû te filmer. Ça. Benjamin, toi, un moment fort? Moi, j'ai pas assez d'ancienneté comme vous autres pour avoir 2 mois de vacances pendant l'été, fait que j'ai travaillé. Tu as travaillé tout l'été. Non, tu as quand même pitié, pas hein? fait une semaine à Lille. C'est vrai, j'ai été une semaine à L'île l'île aux aux coudes avec cet an-là. C'était bien le fun. Puis t'es allé une semaine aux États-Unis sur le bras du Verbe aussi. Là. Ça, c'était pas des vacances, t'as travaillé, mais t'as voyagé quand même. J'ai travaillé. À voir pourquoi dans le prochain numéro spécial. C'est vrai. Moi, je tiens à vous dire que mon moment fort, c'était pas la semaine que j'ai passée avec Benjamin, mais c'est quand je suis allé à Boston visiter des amis puis que j'ai enfin pu boire de nouveau dans des pailles en plastique. Ça m'est arrivé au Lac-Saint-Jean, moi aussi. Au Lac-Saint-Jean? Bravo les pollueurs. Vous êtes fiers de créer des déchets, ça? Les pailles en plastique, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Là. C'est nettement supérieur aux pailles en carton. Au niveau du plaisir. Comme les ustensiles en plastique versus les ustensiles en bois. Il va falloir faire un numéro là. là-dessus. Là. On fera un débat spécial au Verbomoteur sur la question des pailles. Mais tout d'abord, cette semaine, nous discuterons plutôt des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Est-ce que les chrétiens ont eu raison ou pas de se scandaliser de ces cérémonies? Nous entendrons aussi l'édito d'Antoine Malenfant qui cherche une voie de salut pour le sport. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la nouvelle la plus marquante de l'été. Tentative d'assassinat de Donald Trump, désistement de Joe Biden, nomination de Kamala Harris. Les élections américaines ont dominé l'actualité tout l'été. Benjamin Boivin, cette campagne présidentielle, on peut dire qu'elle a pris un nouveau tournant là, depuis l'arrivée de Kamala Harris. Quel est, selon toi, l'enjeu principal de cette campagne? Oui, tu as raison que ça a été pas mal le bordel. Hein? C'est rare qu'on ait un été électoral aussi dynamique que celui-là. Écoute, avant l'entrée en scène de Kamala Harris, je pense que le thème de la campagne, c'était vraiment la personnalité de Donald Trump. Là, Joe Biden faisait campagne sur l'idée que Donald Trump était une menace pour la démocratie américaine, un tambour qu'on a entendu être battu pendant plusieurs années. Et puis Kamala Harris, depuis qu'elle est entrée en scène, elle a eu, à mon avis, une idée de slogan, une approche stratégique nouvelle, assez efficace. Elle a décidé de faire campagne sur le thème de la liberté. Elle utilise d'ailleurs la chanson Freedom de Beyoncé. Elle parle de liberté, c'est le thème de la campagne. Évidemment, on parle d'abord probablement de liberté individuelle, donc de liberté face à des contraintes qui proviennent de l'État. Les démocrates font campagne essentiellement sur l'idée que les républicains sont devenus un parti liberticide, un parti qui veut interdire l'avortement, un parti qui veut interdire les soins pour les personnes trans, un parti qui veut interdire le mariage gay, etc., etc., etc. Et donc, le Parti démocrate, c'est comme arroger l'identité de parti défenseur des droits et libertés. Un thème qui, en fait, avait été le thème de cheval de bataille du Parti républicain pendant des décennies. Hein? Un parti qui se présentait comme le défenseur de la liberté à l'américaine contre le socialisme dont on devrait se méfier de la gauche du Parti démocrate et puis de l'Europe en général. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme, un changement d'approche qui, à mon avis, a le potentiel d'être assez efficace. Mais les républicains, tu l'as dit, c'est un thème classique de la droite, de défendre la liberté individuelle. Est-ce que, à leur manière et dans leur plateforme ou les idées qu'ils mettent de l'avant, ils ne défendent pas aussi la liberté? Bien, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir dans le Parti républicain, il y a quand même eu une mise en retrait là, de ce discours libéral classique qui avait été
vraiment le discours du Parti républicain des années Reagan et ses successeurs, donc Bush père, Bush fils. On était davantage préoccupés par des questions comme la protection de l'économie, la protection contre l'immigration, différentes stratégies là, finalement qui étaient davantage liées à convaincre une partie de l'électorat qui vivait de l'insécurité économique et identitaire, plutôt qu'à protéger les droits et libertés, du moins pas de façon aussi ostentatoire. Évidemment, depuis que Kamala Harris est entrée en scène et qu'elle s'est mise à parler de liberté et qu'elle reprend un peu ce discours-là, il y a une grande déstabilisation du côté du Parti républicain. On voit que Trump et ses collègues sont déstabilisés, ils sont mis dans une situation d'inconfort politique. Puis il y a un changement de discours. Là. On voit que les républicains se cherchent. Si bien que depuis quelques semaines, en fait, M. Trump et ses collègues ont reculé sur plusieurs luttes qui avaient été les leurs depuis plusieurs années, notamment sur les questions relatives à l'avortement. Donc, M. Trump, c'est le président qui a nommé 3 juges à la Cour suprême qui ont rendu une décision qui a eu pour effet de faire en sorte que l'avortement ne soit plus un droit protégé au niveau fédéral. Et puis maintenant, M. Trump fait campagne en disant qu'il sera le président des droits reproductifs des femmes et qu'il s'opposerait à la mise en place d'une interdiction de l'avortement, peu importe à quel moment dans la grossesse au niveau fédéral. Il parle aussi de liberté sur cette question-là. Il dit que c'est à chaque État de librement décider sa position sur l'avortement. Oui, c'est ça. C'est une autre idée de la liberté aussi, qui est plus une liberté collective, donc la liberté des 50 collectivités qui forment les États américains de prendre des décisions qui sont les leurs, plutôt que de centraliser l'exercice du pouvoir à Ottawa. Pas à Ottawa, évidemment, à Washington. On a des dynamiques un peu semblables au Canada et aux États-Unis sur ces questions-là. Et donc, l'ex-président Trump, il va davantage parler des droits des États que des libertés individuelles. Puis il se trouve un peu fragilisé dans ce contexte-là. Benjamin, dans sa première campagne, Donald Trump avait misé beaucoup sur la classe ouvrière là, qui se sentait un peu dépossédée avec leur slogan Make America Great Again. Ouais. Là, il se fait un peu couper l'herbe sous le pied en se faisant un peu voler le thème de la liberté. Comment il pourrait recentrer sa campagne ou sur quel enjeu il pourrait appuyer? Bien, il a manifestement l'air d'être en train de chercher à le faire. En 2016, comme tu l'as dit, il a fait une campagne très particulière qui était un peu nouvelle. En 2020, on dirait qu'il a imaginé que sa très petite coalition, qui avait gagné un peu par chance en 2016, était capable de gagner encore. Ça a été un échec. Puis il a continué dans un discours assez radical depuis. Et c'est seulement très récemment, depuis quelques semaines, qu'on voit que Trump, en fait, a l'air d'être en train un peu de sortir l'ancienne stratégie traditionnelle républicaine des années Bush, McCain. On dirait qu'il se centralise. Bon, c'est un gros mot associé à Trump, là, mais autant qu'il le peut, il essaie de courtiser l'électorat du centre. Une centralisation qui est tardive, qui, de l'avis de plusieurs, n'est pas très crédible. D'autant plus que Trump, il y a moins de 2 mois, s'est choisi un colistier en la personne de J.D. Vance, qui n'est pas du tout un représentant d'une vision libérale classique de la droite américaine. C'est vraiment, lui, un produit du Trumpisme, un produit de la nouvelle droite, là, qui est d'ailleurs une personne qui, historiquement, militait ardemment contre l'avortement et toutes ces luttes sociales-là. Donc, il y a comme une contradiction à l'intérieur même de sa campagne qui, manifestement, montre une certaine incohérence ou une difficulté à se positionner devant cette nouvelle approche. Mais il avait nommé J.D. Vance avant que Joe Biden se retire, peut-être que... Quelques jours seulement avant. Il aurait fait un autre choix. Au moment où il nomme J.D. Vance, en fait, Trump est manifestement assez confiant dans sa campagne. Là, on est à une époque où les sondages sont bons pour les républicains. Et puis, le choix de J.D. Vance, c'est un choix pour conforter sa base et pour asseoir sa domination, en fait. C'est un choix d'un président ou d'un candidat plutôt arrogant. Et puis, seulement quelques jours plus tard, le retrait de Joe Biden, qui plusieurs pourraient dire était finalement prévisible, a court-circuité sa stratégie et maintenant, il est manifestement inconfortable. Il y a d'ailleurs plusieurs commentateurs plutôt conservateurs dans les médias plus associés au Parti républicain qui ont réclamé la démission de J.D. Vance et son remplacement. Mais combien de revirements il peut avoir dans une campagne électorale comme celle-là, je ne sais pas. Là. James Langlois? Mais il n'y a pas aussi une partie de sa stratégie qui reposait sur le fait de jouer un peu la victime du système, là, alors qu'il se veut anti-woke, justement, qui, là, avec sa tentative d'assassinat, il pourrait surfer un peu là-dessus encore. Oui, bien, comme on sait, hein, l'actualité, elle est très intense, mais elle ne dure pas longtemps. Puis on dirait que finalement, cette histoire-là de tentative d'assassinat, autant ça a dominé la conversation publique pendant quelques jours. Finalement, le retrait de Joe Biden et son remplacement par Kamala Harris a finalement complètement oublié cette histoire-là, puis personne ne s'en préoccupe aujourd'hui. Les unes qui avaient à faire sur ce sujet-là sont faites, et M. Trump ne réussit pas à ramener au centre du débat public cette espèce de discours victimaire qui l'a bien servi dans les dernières élections.
On surveillera certainement cette campagne dans les prochaines semaines jusqu'au début novembre, lors de l'élection. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Bienvenue. Antoine Malenfant, la période estivale a été super riche en actualités sportives. Il y a eu les JO de Paris, évidemment, mais aussi plein d'autres événements là, qui ont retenu ton attention. Oui, un gros été dans le monde du sport, Simon. En effet, par exemple, au soccer, la Coupe de l'Euro, une espèce de trophée en forme d'urne funéraire, a été remportée par l'Espagne. On est content pour eux. Là, ça va leur faire un beau vase pour déposer grand-papa éventuellement. Un peu plus au sud, il y a la Coupe América qui a eu lieu. Il ne faut pas confondre la Coupe América avec la Coupe Latino-América qui consiste à laisser une grosse touffe sur la tête, raser sur les côtés, faire des zigzags. Vous voyez de quoi je parle? On salue tous nos auditeurs latinos. Mon beau-frère Thomas aussi, là, qui est un coiffeur latino-américain incroyable. Malheureusement, il ne peut pas s'exercer. Mais toi, tu as la coupe inverse, finalement. Oui, c'est ça. Merci. Donc, la Coupe América a été remportée par l'Argentine et je tiens à féliciter ma belle-sœur Christina qui a contribué à cette victoire. Ah oui, comment? Elle ne joue pas pour l'Albiceleste. L'Albiceleste, James, c'est... l'autre nom qu'on donne à l'équipe de l'Argentine. Merci de pallier à mon inculture. Oui, c'est ça, ça me fait plaisir. Alors non, elle a contribué à la victoire en criant très fort devant son écran de télé pour encourager son équipe. Au baseball, Simon, les statistiques révèlent que beaucoup de hot dogs stimés ont été mangés dans les estrades encore cette année. Par contre, pour ce qui est de l'action sur le terrain, comme d'habitude, c'était plutôt tranquille. Écoute, Antoine, je suis allé voir les Red Sox à Boston cet été. Puis à 20 $ américains, le hot dog, je suis pas sûr qu'il y en a tant que ça qui ont été mangés. Faut venir aux capitales à Québec, c'est là que ça se passe. À Paris, on se déplace un peu. Il y a eu un peu de sport aussi, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, mais surtout de la politique et de la polémique. Je pense qu'on va en parler plus tard à l'émission. Alors, on pourrait dire que ça fait le tour, que ça décrit de manière exhaustive tous les trémoussements sportifs qu'il y a eu autour de la planète depuis la Saint-Jean-Baptiste. Mais non, Simon, si cette chronique s'arrêtait maintenant, on passerait à côté de l'essentiel des plus grands exploits estivaux. L'essentiel, Antoine, tu réfères à quoi? Aux performances sportives de mes enfants, évidemment. Tes enfants, t'es inscrits dans des équipes de sport cet été? Ben non, on est ben trop pauvres pour ça, Simon. Ou peut-être qu'on est trop chiche pour leur payer un uniforme qui ressemble à un panneau publicitaire de Tim Hortons. En tout cas, au début de l'été, on leur donne toujours le choix. Hein. Soit on vous inscrit à l'équipe de soccer, soit on vous donne 3 repas par jour. C'est un pensez-y bien. T'es pour la liberté. Oui, alors ils choisissent les repas, mais ça, ils ont le choix entre 0 repas, 2 repas, 1 repas. Non, mais t'as pas compris, Tim Hortons pourrait subventionner tes déjeuners. Oui, c'est vrai. Alors, tout ça pour dire que non, mais c'était la belle province, tu le prendrais-tu? Oh, peut-être, oui. Okay. Ça existe encore, ça? Non, mes enfants font pas de sport organisé. Ils ont plutôt développé un nouveau concept révolutionnaire. Ça s'appelle le sport désorganisé. Désorganisé. Eh oui, c'est tout simple, vous allez voir. Là, ça consiste à pogner le téléphone, à appeler ses amis qui habitent au bout de la rue et à les rejoindre au parc de l'école avec un ballon de basket pour faire un 3 contre 3 et suer comme un ado de 14 ans. Comment est-ce possible, me demanderez-vous, dubitatif, voire incrédule? Eh bien, je ne sais pas trop, mais il paraît que ça marche. Et en plus, ils m'ont dit qu'il n'y avait même pas d'arbitre. T'es pas inquiet, Antoine, des enfants qui jouent pas d'arbitre? Moi, je trouve que ça sonne un peu anarchiste, tout ça. Non, je dirais pas ça, Simon. Je pense plutôt que ce sont des sportifs fondamentalistes, des sportifs radicaux, mes enfants. Ils retournent au fondement, aux racines, au sens profond du geste sportif. Un peu comme le tireur d'élite turc. Là. Vous l'avez vu aux Jeux olympiques de Paris? Une main dans la poche. Il tire comme ça de manière nonchalante, désinvolte et il gagne la médaille d'argent, bullseye. Alors, mes enfants, un peu comme lui... Personne ne se souvient de celui qui a gagné la médaille d'or. Hein? C'est fou, hein? Il a éclipsé la compétition complètement. Mes enfants sont un peu comme ce tireur turc. Il dépouille le sport de tous ses apparats, de ses commanditaires, de ses compétitions, de ses performances à fort prix. Et pour m'assurer que mes ados ne versent jamais dans la superbe sportive, Simon, je m'abstiens sciemment d'aller les encourager dans les gradins. J'aurais peur que ma présence perturbe la gratuité du moment qu'ils vivent entre amis, la confidentialité, voire l'intimité de leur jeu. En gros, t'es lâche. C'est une autre interprétation, mais bon, moi, je vois les choses autrement. Simon, tu ne seras pas surpris d'apprendre que leur rapport aux règles, leur anarchisme sportif, ça me fait penser à Jésus. Ah oui, Jésus anarchiste? Oui, ben il disait ne pas être venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il y a toutes sortes d'interprétations de ça, et là, je termine avec ma finale quétaine. Soyez prêts.
dans le sport comme dans la vie, hein, ça part bien. Le but, c'est pas de suivre les règles, ni d'obéir à un arbitre, ni d'organiser, de planifier, de contrôler chaque parcelle du terrain, mais plutôt de redécouvrir la joie perdue, de la spontanéité et le sens profond de ce qu'on est en train de faire. Bon match. Ah, c'est beau. Merci, Antoine Malenfant, Fait rédacteur plaisir. en chef du magazine Le Verbe. Merci là, vraiment pour cet édito sportif de salon. Les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet dernier n'ont laissé personne indifférent. Céline Dion a triomphé, selon plusieurs, sur la Tour Eiffel. Par contre, une parodie de la dernière scène du Christ avec des drag queens a suscité une vague d'indignation à travers le monde. Notre question cette semaine, les chrétiens ont-ils eu raison de se scandaliser lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris? James Langlois, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, avant de donner mon opinion, je veux juste rétablir un fait, hein, parce que tout de suite, on peut prendre position sur ce débat-là en disant les chrétiens n'avaient pas raison de s'offenser parce que, dans le fond, c'était pas vraiment une moquerie de la dernière scène. En fait, c'est une erreur. C'était pas la dernière scène, c'était une reproduction des bacchanales, un tableau en lien avec Dionysos et Bacchus, le festin des dieux, c'est ça. Or, on sait d'abord que le titre de cette performance était La scène de la scène sur la scène. Donc déjà, on voit tout de suite la référence. Aussi, on sait que ce tableau-là, supposons qu'on avait repris effectivement une reproduction du festin des dieux. Or, quand on va au musée, on voit dans les références que le festin des dieux est inspiré de la scène de Leonardo da Vinci. Donc, j'ai même lu sur le site Internet de ce musée en France, ça dit « Cette œuvre qui a l'air de représenter des héros mythologiques évoque en fait le dernier repas de Jésus à ses amis ». Donc là, les artistes qui ont mis en scène ce spectacle peuvent quand même pas faire d'ignorance. Une des personnes costumées, la principale, celle qui jouait la grande dame couronnée là, au centre du festin, a mis sur Instagram donc une photo de la scène en disant « It's the New Gay Testament ». Donc on voit déjà, elle savait que déjà, elle avait une interprétation de ça et ça a été retiré de son Instagram suite à la référence, suite à la polémique en fait. Donc on peut pas dire que c'était pas voulu. Peut-être qu'on peut toujours dire que c'était pas voulu de choquer. Tout à fait. C'était peut-être pas voulu de choquer. On voulait peut-être faire une nouvelle interprétation, une interprétation moderne, inclusive, diversitaire de cette scène-là. Cela dit, moi, je pense que les chrétiens, dans un monde postmoderne, dans un monde post-chrétien comme dans lequel nous sommes actuellement, c'est pas du tout surprenant qu'on puisse voir, réinterpréter, jouer avec des symboles chrétiens, quitte à s'en moquer. Je pense même que l'Église doit suivre son maître qui est le Christ, qui est allé à la croix et qui a été bafoué, qui a été fouetté, qui a été meurtri. Donc, en ce sens-là, c'est pas du tout surprenant et on devrait pas se scandaliser de ça. Or, je peux comprendre, par contre, c'est une réaction tout à fait saine, humaine, normale, d'être choqué de ça, surtout dans des sociétés qui ne sont pas habitués à ce genre de moquerie, de persécution post-chrétienne. La Conférence des évêques de France a quand même émis un communiqué dénonçant là, cette scène. Plusieurs influenceurs aussi l'ont fait, même Robert Barron, l'évêque connu sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Qu'il y ait de la moquerie, qu'il y ait de l'insulte, qu'il y ait du mépris là, envers des symboles ou même la foi elle-même, catholique, chrétienne, c'est pas étonnant, je suis bien d'accord, c'est pas surprenant. Les chrétiens ne devraient pas être surpris de ça, qu'ils soient blessés, qu'ils soient déçus, ça c'est tout à fait normal aussi. Là où... c'est pas la première fois que ça arrive. Là. On pense à Charlie Hebdo qui a souvent moqué la religion, plein d'autres lieux où ça arrive, mais ça d'une telle ampleur universelle dans un moment qui se veut aussi rassembleur. C'est ça, le bas blesse surtout c'est là. peut-être là où le bas blesse. C'est le contexte, dans le fond, le problème. Les JO disent on rassemble toutes les nations, toutes les cultures, on fait attention, ne parlons pas de religion pour créer la paix et l'unité. Puis finalement, ils font une caricature explicitement religieuse au cœur même des cérémonies d'ouverture. Ouais, au-delà de dire que c'est pas surprenant, puis que c'est une chose à laquelle on peut s'attendre, puis que c'est pas particulièrement étonnant, là, quelque chose comme ça se produise, ça veut pas dire pour autant que les chrétiens devraient accepter ça et ne rien dire. À mon avis, l'Église, pour les catholiques, l'Église, elle a des droits. Elle a des droits à opposer dans les États où elle se trouve active. Et les catholiques, les laïcs chrétiens ont le devoir de défendre les droits de l'Église et de la protéger contre la persécution. C'est un devoir du laïcat. Ensuite, moi, ce qui me choque plutôt, c'est de voir des catholiques se comporter un peu comme des vierges effarouchées et se percevoir et se décrire eux-mêmes comme les victimes de cette scène-là.
Alors qu'en réalité, devant une scène de blasphème ou de sacrilège comme celle qu'on a assistée, les chrétiens devraient plutôt se préoccuper de l'offense qui est faite à Dieu. L'offense, elle n'est pas faite aux catholiques individuels, elle est faite à Dieu, contre Dieu. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui devrait être d'abord dit, plutôt que de se comporter comme une minorité opprimée. On devrait prendre avoir un peu plus de tonus et puis chercher à défendre ce qui est véritablement attaqué. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que les catholiques qui ont émis leurs réserves ou qui se sont fâchés face à cette scène-là, ils n'ont pas renversé de voiture de police, ils n'ont pas mis le feu à des quartiers, en tout cas pas à ce que je sache. Là. Donc il y a eu une réaction, somme toute, civilisée face à une offense qui, aux yeux de certains en tout cas, était majeure. Fait que, mettons ça en perspective, là, Ils vont utiliser la parole tout simplement pour dire qu'ils sont en désaccord. Et ça, je pense que c'est sain de manifester un désaccord, puis de le faire fermement parfois. Après, bon, moi, j'ai d'autres chats à fouetter là, que de faire un post sur les réseaux sociaux pour ou contre, mais La liberté d'expression va dans les deux sens, Antoine. C'est ça. Si on se moque d'un groupe minoritaire ou on se moque d'un groupe religieux, pourquoi ce groupe-là n'aurait pas aussi le droit d'utiliser sa liberté d'expression pour se dire, nous, on trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça dépasse les bornes? Tout à fait. Mais moi, ce que je suis surpris de ne pas avoir vu, c'est de prise de parole des artistes ou de je sais pas qui. C'est d'abord, ben oui, puis c'est peut-être une offense à Dieu. Je suis pas Dieu là, pour voir si j'ai été offensé dans cette histoire-là. Non, je sais que c'est dur à croire. Mais c'est comme une offense aussi à la beauté. C'est une offense au beau, à l'esthétisme. T'as pas trouvé ça beau, les cérémonies d'ouverture? Ben, cette scène-là, en particulier, c'est assez grotesque. Ça durait 15-20 minutes en plus. Fait que c'est plus ça c'est plus du mauvais goût, selon moi. Ben, c'est ça. Moi, est-ce que c'est vraiment du blasphème ou de la moquerie au sens où ils n'ont peut-être pas voulu se moquer, mais je veux dire, utiliser des symboles de la culture occidentale. Ils n'ont pas voulu, mais je veux dire, on peut dire les choses de mille et une manières, là, mais à la fin de la journée, moi, je pense qu'on est pris pour des imbéciles si on cherche à nous faire croire que ce qui a eu lieu, c'était pas une moquerie de la scène, d'une grande grossièreté où les symboles qui ont été mis en évidence pour parodier la scène étaient toutes des choses qui étaient directement conçues pour attaquer l'enseignement de l'Église sur certaines questions qui choquent maintenant plus que dans le passé récent. Moi, je pense que les gens qui ont fait qui se sont engagés dans ce projet-là devraient au moins avoir le courage de dire publiquement ce qu'ils ont fait pour que la conversation soit ouverte. C'est des excuses qui sont ridicules et qui ne devraient pas être acceptées. Une vraie excuse aurait été « on a manqué de jugement, on demande pardon ». Là, on dit « ah, ben, c'est pas vraiment ça qu'on voulait faire ». Puis comme tu dis, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. N'importe qui vérifie sur Internet l'origine de ce tableau-là qui a mené à l'inspiration de cette scène fait une référence explicite au Christ. Oui, mais c'est pas parce qu'on fait une référence explicite à l'Évangile ou au Christ que c'est une moquerie. Je veux dire, quand on voit les caricatures de Charlie Hebdo, c'est clairement offensant, ça ridiculise des croyances de personnes. Là, si on joue avec des symboles, on réinterprète une scène classique de la civilisation occidentale. C'est pas nécessairement pour... Les gens n'ont pas vu cette scène-là en disant « Ah, regarde les chrétiens comme ils sont ça dénote, Je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas le plus catho des politiciens français, a lui-même dit que c'était une moquerie abjecte de la religion chrétienne qui ne devrait pas avoir eu lieu. Puis il a dit que pour lui, c'était des conneries qui sont à rejeter. Je pense pas qu'il a fait ça pour s'attirer des votes. Non, j'ai pas l'impression. Quoique, bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça démontre quand même aussi une espèce d'ethnocentrisme ou d'eurocentrisme, je sais pas comment on dit ça, assez notoire là, qu'on retrouve présentement en France. C'est que sous un couvert ou un désir d'universalité ou d'universalisme, finalement, on se retrouve à avoir une vision du monde qui est très obtus et qui ne tient pas compte des sensibilités qu'on retrouve un peu partout ailleurs, finalement, là, et pas juste en Afrique subsaharienne. 2,6 milliards de chrétiens à travers le monde. Ça fait quand même pas mal de monde. Je suis persuadé qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont trouvé ça ridicule et détestable. Non, plusieurs musulmans aussi ont dit qu'ils trouvaient ça de mauvais goût. Ou simplement monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas habitués ni désireux d'être exposés à ce genre de scène-là, comme tu le disais, assez laide, finalement. Bon, merci les gars pour cette discussion. Si à la maison, vous voulez nous partager vos commentaires sur la question, visitez les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous à verbomoteur@le-verbe.com. James Langlois, côté culture et musique cet été, il y a le groupe Coldplay là, qui a sorti une nouvelle chanson avec des paroles, disons, plutôt religieuses, c'est étonnant.
Oui, religieuse ou en tout cas spirituelle, parce que la chanson s'intitule We Pray, puis dans les paroles, ils ressortent sans arrêt ce refrain We Pray pour ça, on prie pour ça, on prie pour ça. On dit on attend le ciel, etc. On est dans une vallée de larmes. Il y a beaucoup de références comme ça. Et puis, mais dans un sens, c'est pas surprenant parce que on sait que dans Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a été élevé dans une famille chrétienne évangélique. Bon, il s'est distancé un peu lui-même de la pratique de la foi, mais il conserve quand même, il l'a déjà dit en entrevue, je dirais une vision du monde où Dieu en fait partie, de beaucoup de références quand même religieuses dans Coldplay, même je dirais de plus en plus dans les dernières années. Certaines critiques ont vu aussi dans cette chanson-là We Pray comme une espèce d'hymne pour la paix humaniste. Là. C'est vrai parce que dans la chanson, notamment, il y a une référence à Masha Amini, là, cette femme iranienne qui a été tuée là, suite en ayant refusé de porter le hijab. Ça a donné lieu à plusieurs manifestations. Les paroles ne sont pas confessionnelles pour une religion en particulier. Non, mais quand même, les références chrétiennes sont assez claires toutefois. Et puis, il s'entoure aussi dans cette chanson-là de collaborateurs nigériens, argentins, chilo-palestiniens. Donc, il y a une espèce aussi d'ambiance universaliste, on sent, qui veut créer un climat de paix dans le contexte qu'on sait actuellement. Donc, c'est quand même une chanson aussi du point de vue musical qui fait penser même un peu à de la louange. Là, on pourrait quasiment dire ça d'une certaine manière. Merci, James. D'ailleurs, on va se laisser cette semaine sur cette nouvelle chanson We Pray du groupe pop-rock britannique Coldplay. C'est tiré de leur prochain album, Moon Music, apparaître le 4 octobre prochain. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter, commenter, partager cette émission. Il suffit de vous rendre sur la page YouTube du Verbe Média. Je remercie Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. I'll do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for